Moi, je suis un juif alsacien d'origine. D'ailleurs, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, je suis les deux côtés de ma famille sont alsaciens, ce qui est encore très très rare. Et c'est vrai que pour moi, je trouve que ça fait partie d'un patrimoine, mais maintenant, l'avenir du judaïsme, il est plus à romanculaire. Et il faut connaître son passé pour peut-être avancer dans l'avenir. Mon parcours n'a rien de singulier. C'est celui de la plupart des jeunes juifs du village, dont les parents n'avaient qu'une ambition, je crois pour nous, petits marchands de bestiaux, petits marchands, petits commerçants, c'est que nous fassions des études. Et quelque part, ils ont tout fait pour nous encourager. On a accédé à la ville, et puis peu à peu, eh bien, on est devenus des juifs urbains. Je suis de Marmoutier, je suis né ici. Étant ingénieur de construction navale, bon, j'ai pas mal bougé. Puis, à la retraite, je suis revenu ici. Donc vous vous occupez du musée dans lequel nous sommes et vous vous occupez aussi du cimetière. Oh ben, étant donné que je suis le seul juif de Marmoutier, si moi je ne m'en occupe pas, qui le fera? Dans les villages, il y a tellement peu de juifs, n'est-ce pas? Où on enterrait les morts à Westhofen, il n'y a plus aucun juif depuis des années. À Treinheim depuis 1925. À Scharbergheim peut-être autour de 1950. Et à Balbronn, je pense, en 1985, je pense, qu'il y avait le dernier juif à Balbronn. À moi tout seul, je suis la communauté juive de mon village alsacien, par Nicole Lise Bernheim et Judith Dasty. Comme Olivier Samuel, je suis moi aussi des deux côtés, maternelle et paternelle, une juive alsacienne d'origine villageoise. En Alsace, après la grande épidémie de peste de 1349, la population juive des villes est privée du droit de cité. Les familles rescapées des massacres de l'époque se réfugient alors dans plus de 100 villages du Haut-Rhin et surtout du Bas-Rhin. Elles ne seront autorisées à loger en ville qu'après la Révolution, quand la citoyenneté française leur est accordée. Beaucoup retournent alors à Strasbourg ou ailleurs. Après la Seconde Guerre mondiale, certains rescapés de la Shoah reviennent dans leur village. L'exode rural ne les y épargnera pas plus que les autres. Quelques isolés résistent cependant à la solitude. Pour tenir bon, ils cultivent leur jardin où se fixe une tâche noble en s'identifiant le plus souvent à la préservation du patrimoine juif local, synagogue élevée au XIXe siècle ou cimetière délaissé, oublié dans la forêt. Mais les routes sont bonnes, les distances plus courtes qu'avant, et la ville ne semble plus si loin. L'univers de ces juifs ruraux est-il en mutation ou en voie de disparition? Il se perçoit comme un juif traditionnaliste d'Alsace, porte casquette et gilet de laine, à Westhofen, dans l'appartement situé au-dessus de son ancien magasin de tissus, Roger Kahn. À l'origine, bon, ça c'est dans notre famille depuis 1905, ça avait été acheté par notre père. Parce que ce qui m'a frappé quand je suis passée devant votre ancienne boutique en bas, c'est qu'il y avait une mezouza. Oui. Qu'est-ce que c'est une mezouza? Une mezouza, c'est un parchemin où il y a une prière qui est, disons, la reconnaissance de sa religion, quoi. Et quelques lettres écrites en hébreu? C'est écrit en hébreu, naturellement. Oui. Et alors là, donc, vous étiez un commerçant qui a pignon sur rue au centre de Westhofen, et il y avait cette mezouza.
qu'est-ce que les gens pensaient? Il y en a aussi chez vous, bien sûr, mais Rien où les gens ne pensaient rien, puisque, disons, la jeune génération actuelle, c'est peut-être moins ce que c'est, mais il y en a quand même qui savent, ah ouais, quand on voit ça, l'endroit où il y a une mezouza, que c'est une maison juive. D'ailleurs, on retrouve encore sur beaucoup d'anciennes maisons juives ces emplacements de mezouza. Même à la mairie actuelle, qui a été achetée, je ne sais plus en quelle année, il y a des marques encore de mezouza. Et sur beaucoup d'autres maisons, naturellement, qui étaient des maisons juives en son temps. Et alors, Westhoffen, ça a combien d'habitants aujourd'hui? Ça approche les 1600, 1560, 80 habitants, je crois, à peu près, un peu moins de 1600. Et à la grande époque, il y avait combien de familles juives ici? Il y avait à peu près dans les 280 personnes qui représentaient, écoutez, comme famille juive, peut-être 80 familles juives, c'est-à-dire au moment où il y avait de plus de juifs de Westhoffen, ce qui était autour de 1700, avant 1800. Oui. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il reste 4 personnes, une veuve avec son fils, ma sœur et moi. Alors, je vous raconte un peu l'histoire de la synagogue. Il y avait, avant l'emplacement de la synagogue actuelle, il y avait déjà une synagogue qui datait de 1600 et quelques. Je n'ai pas les dates exactes en tête. Et la synagogue actuelle a été construite entre 1865 et inaugurée en 1868. Et il y a eu une discussion entre la communauté juive et la commune civile à partir de 1760 parce que la synagogue qui existait à ce moment-là, au même emplacement, était trop petite. Et au bout d'un siècle de discussion, la commune était d'accord de construire à ses frais cette synagogue, à cet emplacement, mais il fallait que le terrain soit mis à disposition, c'est-à-dire le terrain nu et constructible pour que la commune civile puisse construire cette synagogue. Et au moment de la construction et de l'inauguration, elle était déjà trop grande, puisqu'il y a déjà eu moins de juifs habitant Westhoffen, il y a déjà des gens qui avaient quitté la campagne, puisque après 1789, après la Révolution, où les Juifs ont eu aussi le droit de cité dans les villes, donc il y a des gens qui sont allés petit à petit, plutôt disons une jeune génération, qui a trouvé son travail, disons à Strasbourg, et ont quitté naturellement, sont allés aussi habiter à Strasbourg. À ce moment-là, c'était déjà un premier déclin de la communauté juive, entre autres celle de Westhoffen. Alors, Frédéric Raphaël, vous êtes enseignant en sociologie à l'université Marc Bloch à Strasbourg. Et pourquoi les Juifs sont-ils partis de Strasbourg? Les Juifs sont venus d'abord à Strasbourg à partir, je pense, du XIIe siècle. Ils se sont établis à Strasbourg et dans les villes. Ils sont venus parce qu'on a fait appel à eux, on avait besoin d'eux comme une espèce de pompe à finances pour faire ce commerce honni de l'argent. Comme eux n'avaient rien à perdre et qu'ils étaient déjà perdus, les princes et les évêques les ont appelés. Et puis il y a eu au XIVe siècle ce soulèvement et ce massacre des Juifs
qui a été fait plus ou moins avec la bienveillance, la bénévolence des autorités. Et les rares survivants, à ce moment-là, ont été s'établir dans les villages. Il n'y en avait pas beaucoup. Ils ont été éparpillés, ils ont dû leur salut au fond qu'à cette implantation, une famille de ci, une deuxième famille de là, dans toute une espèce d'immense maillage comme ça de villages alsaciens. Puis ils ont été rejoints à ce moment-là par d'autres juifs venus d'Europe de l'Est, venus d'Allemagne, et puis qui se sont tous aussi installés dans ces villages. Donc ce judaïsme qui était à l'origine un judaïsme urbain, qui avait ses structures autour de la synagogue, autour de l'école, du bain rituel, dans l'espace de la ville, va se trouver éparpillé dans la campagne alsacienne, avec un statut extrêmement précaire, quelques familles de ci, de là. Et donc, ils habitaient à combien de kilomètres de Strasbourg? Ils habitaient, j'allais dire, déjà très près de Strasbourg, et ils se sont éparpillés progressivement dans tout l'espace de ce qu'on appelle le Bas-Rhin aujourd'hui, et dans une moindre mesure dans le Haut-Rhin. Mais je crois qu'ils étaient dans à peu près 130, 140 villages du Bas-Rhin, et toujours quelques familles formant progressivement des communautés, mais étant avec un statut qui a radicalement alors changé au moment de la Révolution française, puisqu'ils sont devenus citoyens. Il y a eu une espèce de retour à l'histoire, à l'espace public, social, comme citoyens avec des droits et des responsabilités comparables aux autres. Alors il y a là vraiment une brisure. Ce retour des Juifs comme acteurs de l'histoire est un bouleversement total. Il faut bien reconnaître que dans la campagne, voire dans la ville, leur intégration sociale n'a pas suivi immédiatement, et on peut dire qu'il y a presque 50 ans de décalage entre leur accession à la pleine citoyenneté et leur émancipation sociale. L'idée, c'est que peut-être qu'un jour, un des trois reprendra la société de leur père, qui était la société du grand-père, de l'arrière-grand-père, sur la 6e génération. Et qu'est-ce qu'il faisait l'arrière-grand-père? L'arrière-arrière-grand-père de mon mari était fabricant de pain Azim. C'est le monsieur qui était là, sur la peinture? C'est pas lui, non. Celui-ci, ce monsieur, c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de mon mari, mais côté maternel. Ah, d'accord. Et tu sais ce que c'est que le pain Azim? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau mélangée avec de la farine qu'on a fait cuire. Juste de l'eau et de la farine? Qu'on a fait cuire. Qu'on fait cuire. Qu'on fait cuire comment? Dans un gros four. Oui, dans un four. Dans un four. Un four comme à la cuisine? Non, un long four. Oui, des gros. Un long four. Tu aimes ça, le pain Azim? Tu aimes en manger? Non. Et toi? Souvent. Tu aimes en manger? Oui, un peu. Ça n'a pas beaucoup de goût, c'est ça? Oui. Eh oui. Et alors, Samuel, vous avez 26 ans, vous habitez Strasbourg et vous travaillez à Wasselonne. Tout à fait. Pourquoi ça? Alors pourquoi? D'abord une raison économique, c'est que ma famille est de Wasselonne et que donc j'avais une opportunité de travailler sur Wasselonne. Et le fait de vivre à Strasbourg, c'est justement pour rester près d'une communauté juive, parce qu'actuellement une communauté juive en Alsace, il n'y a qu'à Strasbourg, Colmar, disons les grandes villes ou les très grands villages qui sont devenus des villes par après. Mais aujourd'hui, moi j'avais le besoin de vivre quand même assez proche d'une communauté. Et à Wasselonne, la communauté juive ne vit plus. Il y a encore quelques juifs qui travaillent justement, mais tout le monde est assez rapatrié au fur et à mesure sur Strasbourg. Alors, qui vit encore à Wasselonne? Qui vit encore à Wasselonne? De l'ancienne communauté. Il y a juste Monsieur Neyman qui fait les matzot, qui sont assez connus, et puis lui il est revenu justement vivre à Wasselonne. Et sinon les autres, on vit tous à Strasbourg. Mais les autres, vous n'êtes pas si nombreux que ça. Non, on est 5-6. Alors c'est qui? Alors il y a le dentiste qui est d'origine sfarade, qui est venu en fin de compte beaucoup plus tard, qui est venu il y a quelques années, qui s'est installé. Il y a quelqu'un qui fait de l'agence immobilier, où son père faisait ça avant aussi à Wasselonne, donc il a continué. Il y a mon père qui est pharmacien et moi-même, il me semble.
Il y a après encore un médecin qui était d'origine juive aussi, et etc., etc. Mais aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, mais on se fréquente pas beaucoup non plus sur Vaslan. Olivier, si il n'y a plus de communauté juive à Vasselonne, si tout le judaïsme de la région est derrière nous au cimetière, quel est l'avenir de ce judaïsme et comment ça évolue à Vasselonne? Alors, c'est pas tout à fait. Les propos sont assez. On va revenir au début des propos. Le judaïsme alsacien, c'est pas derrière ce cimetière en fin. C'est le judaïsme alsacien. Il a évolué avec avec le temps et il est passé d'un mode rural à un mode urbain, comme ce qui s'est passé beaucoup en Alsace. Donc, il a évolué avec le temps. Et aujourd'hui, il existe un judaïsme urbain qui est très dynamique, avec une communauté qui est quand même assez active, qui a une vie assez importante. Il y a des écoles, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment une vie sociale et complète d'une communauté juive à Strasbourg. Donc, l'évolution, elle est là, en fin de compte. Et le judaïsme rural aujourd'hui, c'est essentiellement une conservation d'un patrimoine qui fait partie de nos racines. Et c'est surtout là l'importance du judaïsme rural. Et c'est important de le savoir, quoi. Alors, Sonia Lemel, nous sommes devant un étrange bâtiment qui ressemble à une chapelle en grès rose des Vosges, mais qui n'est pas une chapelle. Qu'est-ce que c'est? Ben, premièrement, c'est pas un étrange bâtiment, c'est tout simplement une synagogue à Strutt, qui a été bâtie en 1836 parce que la communauté était assez importante. Et avant cela, on suppose que les cultes se passaient dans une maison. Et ça a été construit donc en 2 fois. La partie rectangulaire a été construite en 1836. Et comme la communauté, les membres se sont multipliés, il y a donc eu un ajout en 1903 qui ressemble donc à une chapelle qui est ce chevet polygonal que vous verrez ensuite à l'intérieur. Et qui est très joli. Et qui est très joli. Et alors en plus, sur le toit, il y a non pas une croix puisque ce n'est pas une chapelle, mais qu'est-ce qu'il y a sur le toit? Ben, c'est l'étoile de David. Oui. Qui permet donc de voir que c'est une synagogue. Alors on va voir l'intérieur de la chapelle. Oui. Pourquoi vous appelez ça une chapelle? Parce que pour moi... Pour vous, c'est une chapelle? Non, pas du tout. Mais oui. Pour moi, ça m'évoque... ça ne ressemble pas à toutes ces synagogues un peu orientalistes qu'on voit partout en Alsace, de ce style très grande, et elle est plus petite. C'est pour ça que je dis que c'est un peu comme elle est petite. Elle est petite. Oui. Et beaucoup plus jolie que la plupart des grandes synagogues majestueuses alsaciennes. Oui. De toute façon, on peut prier partout. Hein. Il n'y a pas besoin de synagogue parce que les pierres, si vous voulez, dans la région juive, à part le mur du temple, les pierres d'une synagogue, les bâtiments d'une synagogue, n'est rien dans la vie juive pratique. C'est pratique dans le sens que c'est un lieu où on va se rassembler, où on va prier ensemble, où on va étudier ensemble. Alors on ouvre la porte. Oui. Vous êtes la portière aujourd'hui. Je voulais vous faire remarquer qu'au-dessus de la porte, il y a un linteau avec des inscriptions. Ceci est la maison du Seigneur. Les justes y entreront.
Et dans la dernière ligne, vous voyez qu'il y a des lettres qui ont un petit losange. Je vous montrerai tout à l'heure sur un papier. Qui donne, chaque lettre a une valeur numérique, ce qui donne la date de construction du bâtiment. Donc 1836. Et on retrouve la date de 1836 lorsque le bâtiment a été rénové, la toiture, sur une des charpentes, la charpente, il y a la date qui a été gravée par les charpentiers. Entrons. Vous n'avez pas de lumière. Écoutez, c'est très bien. Vous avez un très joli dallage. Et c'est une vieille synagogue vraiment charmante. Je trouve comme elle est là. La partie rectangulaire, c'est donc la première synagogue qui existait. Hein. Et on n'a pas du tout de, comment dirais-je, de plan d'architecte quand la synagogue a été construite. On n'a encore rien retrouvé. Mais on a une lettre qui donne le montant du prêt qui a été fait pour agrandir la synagogue. Et c'est un riche paysan de Petersburg qui a prêté 3000 D-marks en 1903 pour donc agrandir la synagogue. Et les couleurs, enfin c'est très, ça ressemble aussi un petit peu à une église en fait. Le bleu marial. Mais ça, je pense que vous le trouvez dans d'autres synagogues, plutôt orientales, alors, parce que vous parlez d'oriental. Donc vous avez l'Arche Sainte, dans la première synagogue, qui était donc à ce niveau, donc on suppose qu'il y avait un mur là, et ce qui explique un petit peu la position de ces bancs qui sont là, parce que le ministre officiant était au milieu de la salle, comme ça se fait dans les synagogues séfarades. Et on sait qu'il y avait une clôture autour sans doute de l'estrade où était le ministre officiant, parce que c'est, d'après la tradition, la mémoire orale dit que le fer forgé qui était autour a été vendu à un juif de Strout, enfin aux enchères, vendu aux enchères. Et c'est un fer forgé qui se trouve dans la descente d'une cave. Donc, après que Napoléon leur ait accordé la citoyenneté, il y a eu une construction de synagogues incroyable en Alsace. Elle me paraît tout à fait significative. Pratiquement dans tous ces villages, il y a eu dans la deuxième moitié du 19e une construction de synagogues qui a été une aventure tout à fait extraordinaire parce qu'il s'agissait d'un judaïsme qui avait été considéré comme le prolétariat des Juifs de France, comme des Juifs couverts de pauvreté, couverts de maladies et d'une extrême pauvreté, ce qui leur a valu d'être émancipés un an après ceux du sud-ouest de la France. Alors, ces gens, une des premières préoccupations de ces gens, au fur et à mesure que leur statut s'améliorait tout au long du XIXe siècle, et qu'ils étaient admis progressivement dans la société villageoise, ça a été de construire une synagogue qui servait aussi, et ça c'est tout à fait associé, qui servait toujours aussi d'école, était accompagnée d'une construction ou à l'intérieur de la synagogue, d'une salle qui servait à l'école, à l'enseignement, et il y avait toujours un bain rituel, etc. Donc il y a progressivement une volonté de s'enraciner dans ce paysage d'Alsace, d'être présent au même titre que l'Église protestante et que l'Église catholique, sans arrogance, mais plus dans la situation cachée, discrète dans laquelle les Juifs avaient été confinés, étant obligés de prier jusque-là, au premier étage de telle ou telle maison, dans une salle appartenant au plus cossu d'entre eux. Il y a une volonté de s'affirmer, d'être présent dans l'espace collectif. Mais ceci a eu aussi pour conséquence
c'est que progressivement, ces villages sont devenus leurs villages. Ils ont su les apprivoiser. Ce paysage, des générations sont nées dans ce paysage à la fois géographique et humain. Et je dois dire que progressivement, et c'est ce qui va faire la grande caractéristique de ce judaïsme d'Alsace, ils ont été considérés comme étant à part, comme s'inscrivant à part entière dans le paysage humain du village. Et les non-juifs parlaient de unsere Juden, nos juifs. Et alors là, il y a, je ne sais pas, un certain nombre de bancs Oui. assez importants, puis il y a la galerie pour les Oui. femmes en haut. Oui. Donc il y avait combien de personnes à la grande époque de Strout, de juifs? La population elle-même devait être à peu près de 200-250 personnes, à peu Juifs. près. Oui, juifs. Oui. Ouais. Mais c'est assez fluctuant. Hein, c'est autour. À l'apogée, ça devait être ça. Hein. Oui. Parce que bon, on dit en général qu'une maison sur deux était une maison juive. Hein. Et pourquoi les juifs sont-ils venus à Strout? Les premiers juifs qui sont venus, la date que nous retrouvons date des écrits 1756. Mais il y a déjà des juifs qui étaient avant là. C'était pas des gens qui étaient très loin de Strasbourg, ils étaient expulsés d'où pour venir Non, ils ici? n'étaient pas expulsés spécialement. C'est des gens, il y en a par exemple qui venaient d'Allemagne, de Prague. Il y avait 7 familles juives au départ. Hein. Par la suite, il n'y en a plus que 5 parce qu'il y en a 2 qui n'avaient pas les moyens pour payer leur dîme pour rester logés à Strout. Il y a encore des offices ici? Pas pour le moment du tout. Mais on va refaire au moins 1 ou 2 offices par an. De toute façon, la synagogue n'appartient plus au consistoire. Mhm. Elle a été vendue pour franc symbolique à la commune de Strout. Mais en disant bien que ça reste synagogue, ça ne sera jamais un musée. Et là, vous avez tiré le rideau et on voit pour faire apparaître quoi? Et pour vous faire voir l'oculus, qui représente donc une étoile de David aussi. Qu'est-ce que c'est un oculus? Alors l'oculus, c'est un œil de bœuf, donc c'est un vitrail. Et c'est pour permettre. D'abord, vous avez constaté que la synagogue est tournée est bâtie vers l'est. Et on prie toujours vers l'est, vers Jérusalem. Et l'oculus, ça permet, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité de toute façon, et ça permettait de voir, surtout le Shabbat, du samedi, pour voir si la nuit était tombée. Parce la nuit et le Shabbat est terminé lorsqu'il y a 3 étoiles au ciel. Alors en voyant que si c'était bien sombre, il y a encore quelqu'un qui sortait pour voir s'il y avait 3 étoiles au ciel. Et donc c'est un magnifique vitrail. Oui. Très coloré. Oui. Et assez original aussi, on n'en voit pas beaucoup Oui. non plus. Hein. C'est pour ça que je trouve que c'est une structure très spéciale. D'ailleurs, les vitraux que vous avez là sont aussi des vitraux d'origine. Hein. Il y en a un qui est d'ailleurs signé là-bas, Auguste Schuller de Strasbourg. Oui. Strasbourg, ouais. À l'époque allemande. Oui, absolument. Monsieur le grand rabbin René Gutmann, vous avez rédigé un livre qui donne la liste des déportés de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est plus qu'un livre, c'est la reprise d'une vieille tradition alsacienne, mais qui a été largement répandue dans les communautés de la vallée du Rhin, la tradition de ce qu'on appelait les Memorbucher, les mémoriaux, qui avaient été rédigés au lendemain des croisades et qui rappelaient les noms des martyrs juifs qui avaient succombé aux persécutions. Vous avez recensé combien de noms à peu près dans le Bas-Rhin? C'est le Bas-Rhin, votre livre? Oui. Oui. Environ 2000 noms. Strout, Madame Adrienne Gradvol, Madame Juliette Gradvol, Monsieur Bernard Kern, Madame Hélène Kern, Monsieur Raymond Meyer, Madame Blondine Muller, Monsieur Abraham Muller, Monsieur Louis Muller.
Et chez vous, on mange cachère à la maison? Alors chez nous, c'est très particulier. On a deux vaisselles. On mange les viandes séparées. On fait à peu près attention à ce qu'on achète, mais on respecte pas par exemple la liste de produits cachers. Et Olivier Samuel. on a la possibilité donc quand même, il y a une vaisselle en fin de compte, la vaisselle viande qui est strictement cachère, pour inviter nos amis qui mangent strictement cachère, tout en ayant aussi pour nous une base de tradition d'avoir deux vaisselles séparées, qui est une tradition tout à fait juive, et une culture qui est en même temps une tradition, mais en même temps une obligation religieuse. Mais à midi, vous mangez ici? Alors moi à midi je mange restaurant? n'importe quel restaurant et c'est vrai que je mange pas particulièrement cachère, et c'est là où justement je vous parlais de cette ambiguïté d'un judaïsme qui s'assume, c'est que je l'assume justement. Et j'assume le choix et et je sais que mes amis autour de moi, C'est la convivialité de manger n'importe où comme ça? oui, c'est la Avec n'importe qui? convivialité avec n'importe qui. En plus moi je mange dans un petit restaurant avec un stamtisch et donc on retrouve ça. Alors, Jean Herman, vous êtes boucher à Oberscheffelsheim, c'est un village du Bas-Rhin, et vous faites à la fois boucherie cachère et boucherie non cachère. Et c'est un métier que de père en fils Ça chez fait la vous? 4e génération que nous le faisons. C'est la 4e génération. Et les autres générations, c'était strictement cachère ou... C'est-à-dire, on a comme mon grand-père et mon arrière-grand-père ne commercialisaient que les bêtes cachères. Mais avec comment je veux dire, l'évolution des choses, on a été obligé de commercialiser la totalité de la production. L'évolution des choses, ça veut dire que les Juifs sont retournés dans les villes. Exactement. C'est-à-dire, sur le plan local, nous sommes plus que 3 ou 4 familles et nous faisons des livraisons aussi bien sur Strasbourg que sur le reste de le côté est de la France, c'est-à-dire ça s'arrête sur Lyon, sur Roanne, et uniquement par le bouche à oreille. Ah d'accord. C'est-à-dire que vous vendez aussi beaucoup ailleurs. Oui, bien sûr. Ah ben, je ne savais pas. Oui. Je croyais que vous étiez un boucher uniquement local. Non, le local, ce n'est plus que la façade. C'est-à-dire, c'est la garniture. Mhm. Mais quand je vous ai vu l'autre jour à la boucherie, vous étiez quand même en boucher. Oui, bien sûr. Il Ouais. faut bien qu'on se déguise de temps en temps. Ah oui, donc c'est une entreprise assez, plus que villageoise. Oui, bien sûr, mais toujours à l'état artisanal. C'est-à-dire, il m'arrive que les gens me téléphonent et qu'ils soient livrés pour des grosses quantités que 3 ou 4 semaines après. C'est-à-dire, je sais une clientèle de fidèles qui se sont redonné l'adresse sous le sceau du secret. Et c'est comme ça que la clientèle s'est faite. Et votre fils ou vos enfants vont continuer? Non, il n'en est pas question. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avenir dans la commercialisation. C'est-à-dire, les gens veulent de la couleur, marchent à l'œil et achètent ce qui tape à l'œil et ne sont plus prêts ou ne peuvent plus financièrement mettre le prix pour la qualité. Il y a une clientèle de connaisseurs, c'est-à-dire aussi bien sur le plan cachère que sur l'autre clientèle. On s'aperçoit qu'on a 3 sortes de clientèle. On a la clientèle de fidèles qui sont prêtes et qui nous suivent les yeux fermés. On a les clients qui, de temps en temps, quand ils en ont assez de faire du fast-food et de manger sur le pouce, veulent se payer un bon morceau de viande et donc ils viennent. Et alors il y a des clients qui ont quand même maintenant la trouille de manger de la viande hachée. Donc toute votre vie, vous avez fait boucher, vous avez formé, etc. Boucher cachère, vous avez appris petit chez votre père? Non, c'est-à-dire que comme je tenais passablement à la religion, j'ai fait un apprentissage dans une boucherie cachère à Bâle, parce que je ne voulais pas avoir à manger des produits interdits. Donc j'ai appris aussi, très bien sous la responsabilité à l'époque du grand rabbinat de Bâle à faire le nettoyage de la viande. C'est-à-dire qu'en dehors, on a des graisses interdites et des veines. Il faut sortir le sang, c'est-à-dire le principe de la viande cachère, c'est que le sang doit être sorti de tout mets consommé. En dehors de ça, il y a des graisses interdites et des veines qu'il faut sortir au préalable avant de cachériser la viande. C'est-à-dire la viande doit être mise une demi-heure dans l'eau et 1 heure dans le sel et doit être rincée 3 fois pour qu'il ne reste plus une goutte de sang. Et vous avez une clientèle de combien de juifs à peu près dans la région? Une 50aine, 60aine de clients.
Oui. mais réguliers, et qui sont de bons clients. Qui viennent de Strasbourg ou de partout? Non, c'est-à-dire nous faisons une livraison tous les jeudis matins en ville, où le chauffeur part à 6 heures du matin et rentre vers 1 heure en ayant livré toute la clientèle. Et alors, je sais, quel âge vous avez, monsieur? 53 ans. 53 ans. Donc si vous arrêtez à la retraite, qu'est-ce qui va se passer pour... Ben, écoutez, je parle maintenant très franchement. C'est-à-dire une confiance de 4 générations, ça se mérite et il faut travailler pour. Et je ne pense pas qu'il puisse un jour y avoir un repreneur autre qu'un membre de la famille. Et comme il n'y en a pas, je ne pense pas qu'il y aura de suite. Vos enfants font autre chose? C'est autre chose. Notre fils est ministre officiant et secrétaire général de la communauté de Nancy. Et notre fille travaille dans l'immobilier. Mais votre famille est restée? Est restée, oui, du côté de mon père. Ma mère était originaire de Colmar. Et mon père était originaire de Westhoffen depuis au moins 4 à 5 générations, que moi j'ai déjà repérées. Et est-ce que vos arrière-grand-père était colporteur? Est-ce que vous avez trouvé trace de ce genre de choses? Sans doute, oui. Enfin, du côté de ma grand-mère, c'était déjà... Bon, il n'avait pas de magasin. C'était visiter ses clients sur place à Westhoffen et aussi dans les villages alentours et même jusqu'à 25 km d'ici. Votre grand-mère? Oui, oui. Pas votre grand-père? Si, mon grand-père, mais... Alors, ma grand-mère s'était mariée, bon, avec son mari, et il est mort assez jeune, en 1886. Elle avait 3 petits-enfants, et alors elle a dû aller visiter ses clients pour vendre avant que mon père ait eu l'âge de le faire. Et comment elle voyageait? Ben, en train, il y avait la fois là déjà, il y avait, je ne sais plus à partir de quelle année, il y avait un tramway qui partait de Westhoffen à Strasbourg. Alors, même du temps de mon père encore, il partait, puisqu'il ne roulait pas en voiture, il prenait le tramway, par exemple, c'était un tramway électrique de mon temps, depuis, je crois, autour de 1925, la ligne avait été électrifiée, jusqu'à Kirchheim, où il y avait une gare. Il prenait un train pour aller à Molsheim, il changeait de train, il prenait un autre train qui allait vers la vallée de la Bruche, vers Schirmeck-Roto, il descendait à Heiligenberg, et là il y avait un bus qui montait vers Grendelbruch, et bon, seulement le matin à 4h30, vers 8h, il arrivait à cet endroit où il allait visiter des clients. Ma grand-mère, je pense qu'elle, c'était plutôt avec le train peut-être jusqu'à Lutz-Louse, et il montait à pied. Ça c'était avant, oui, peut-être autour de 1900. Ils vendaient de tout, ils vendaient de la literie, ils vendaient des textiles pour l'habillement, ils vendaient des sous-vêtements. Et bon, enfin plus tard, il y a aussi, vous allez dire confection, ce qu'on appelait confection, c'était pas la vente à la campagne. La fois là, il y a, disons, un siècle en arrière, ou même un peu moins d'un siècle. Et alors, de mon temps, il y a eu cette évolution où on vendait plus de tissus vestimentaires. Et alors là, bon, moi, je faisais de la décoration et je montais les rideaux. Il y a eu cette évolution dans des endroits peut-être plus importants que Westhoffen. Les gens se sont lancés de ce qu'on appelait le prêt-à-porter. Et moi, c'était alors plutôt la décoration. Et donc ensuite, vous avez eu ce magasin? Mais ce magasin existe depuis 1905. À l'achat de la maison par mon père, ce magasin a été installé. C'est la partie amont de la cave qui donnait sur la rue. Et depuis 1905, il a fonctionné? Il a comme fonctionné boutique, jusqu'à il y a 5 ans. Jusqu'à 5 ans, oui. Il va être repris? Non. Je voulais à la campagne, un fonds de commerce n'a aucune valeur. Et vous vivez maintenant au-dessus du magasin? Oui. Avec votre sœur? Avec ma sœur, oui.
Sonia Lemel, là nous sommes dans votre maison. Qu'est-ce que c'est cet objet derrière, là, dans le vase? J'ai aucune explication. J'ai une fois fait des courses dans un magasin. J'ai vu ces fleurs. Et puis bon, je m'en suis choisi quelques-unes. Il se trouve que c'était les couleurs bleu, blanc, rouge. C'était pas du tout réfléchi d'aucune façon. Donc ce sont des fleurs en plastique, il y a des marguerites, des bleuets, des coquelicots, Voilà. complètement par hasard. Tout à fait. Tout à fait. Bleu, blanc, rouge. Ça a un sens, n'est-ce pas, pour le... Mais je pense pour que les je les ai Alsaciens. pris parce que c'était devant moi, comme ça, et que c'est... Bon, les couleurs me plaisaient, et puis j'ai trouvé que c'était... ça me plaisait. J'ai pris même un chardon derrière. Mais bon, c'est... Peut-être, quelque part, il y a un peu de patriotisme, je ne sais pas. Il y a longtemps que c'est là? Non, un an à peu près. Un an à peu près. Parce qu'on dit toujours que les Juifs alsaciens ont beaucoup de reconnaissance à la France. Il est vrai que je suis née dans une famille qui... Ma mère était de Strasbourg, et dans une famille très très française et très patriote. Et je sais que quand j'étais petite, je n'ai pas appris l'alsacien. J'ai seulement appris l'alsacien en retour de la guerre, parce que bon, j'ai fait l'allemand à l'école, et puis j'ai quelques bribes d'alsacien, et du fait de mon travail, j'ai dû me mettre à parler un petit peu l'alsacien. Je le comprends très bien, mais je ne le parle pas formidablement bien. Et donc, par patriotisme francophile, vous n'avez pas appris l'alsacien? Mais c'est mes parents, quand j'étais petite, qui ne voulaient pas que j'apprenne l'alsacien. C'est peut-être pas une tellement bonne chose, parce que bon, ça aurait pu être un handicap pour moi pour trouver du travail. Comme j'étais dans le social, il fallait quand même, tout de suite après la guerre, j'ai quand même eu affaire à des gens qui parlaient pas très bien le français ou qui ne le comprenaient pas très bien. Alors donc nous avons ce beau bouquet en plastique. Plastique, c'est... Ça ne se voit pas. Ça se voit pas, mais enfin bon, j'aime pas tellement, mais enfin bon, c'est... Je sais pas, je peux pas vous expliquer, c'est du spontané. C'est pas réfléchi. Ich weiß ein Land, wo die Wälder so bleu sind. Als Träume kennst, leist am Meer bis am Strand. Ich weiß ein Land, wo die Wälder so tief sind. Groß wie ein Muck, klein wie Elefant. Kannst du das Wunderland? Man nennt's Herz auf der Hand. In meinem Land ist's Wort Gartenwau verbannt. Ich weiß ein Land und zwei Reihen Böje, zart wie Griesblut, sie es wegwatschen muss. Ich weiß ein Land, wo die Menschen noch treuen. Jeder sagt, ich hab Lust und mir ich muss. Kannst du das Wunderland? Man nennt's Herz auf der Hand. In meinem Land ist's Wort Gartenwau verbannt. Olivier Samuel, pourquoi est-ce que vous nous avez emmenés ici? Romansvillers est un endroit très particulier. C'est un tout petit village au bord des Vosges, encore dans la plaine d'Alsace, qui a une communauté juive depuis des années, des centaines d'années, mais qui aujourd'hui n'existe plus, qui est en fin de compte une communauté juive dans un cimetière. Et c'est très particulier parce qu'en fin de compte d'autres communautés juives existent autour, mais plus aucun juif n'habite encore aujourd'hui à Romansvillers, et pourtant un grand cimetière existe, et on trouve un endroit assez au milieu de la forêt, dans la nature, et on trouve quelque chose qui est très habituel en Alsace, c'est-à-dire une église catholique, une église protestante, un cimetière juif, et trois communautés qui sont habituées à vivre ensemble depuis des centaines d'années.
Alors dans le mur, là, derrière nous, il y a combien de tombes? Alors, je sais pas du tout. C'est un cimetière que je connais depuis que je suis adolescent. J'y suis allé pour la première fois après ma bar mitzvah avec mon père et on y va tous les ans pour la cérémonie habituelle qu'on fait au moment des fêtes de début d'année. Et c'est un très grand cimetière qui a des tombes. Au début, quand je venais, en fin de compte, c'était entièrement une friche. Il y avait juste les dernières tombes qui étaient visibles. Et quelques années plus tard, en fin de compte, ça a été entièrement défriché et c'est devenu un cimetière d'abord beau, ce qui peut paraître toujours bizarre à dire d'avoir un cimetière qui est beau. Il est beau parce qu'il est sur une colline au milieu de la forêt, au-dessus du village, mais on voit tout autour de la forêt, la montagne, les Vosges. Et c'est vrai que ça donne beaucoup de goût. C'est une affaire familiale. Mon arrière-arrière-grand-père fabriquait ce pain azim pour les gens du village, les voisins. Peu à peu, ça s'est étendu au village un peu plus loin, puis sur toute la France. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la renommée de notre société. Évidemment, il y a eu la cassure de la guerre. Et mon père et mon grand-père ont tout repris à zéro après cette période pour retrouver la clientèle et remettre l'affaire sur pied. Et maintenant, c'est une entreprise qui roule toute l'année. Oui, aujourd'hui, la fabrication des produits rituels pour Pâques ne représente plus que 30% de la production familiale. Mon arrière-arrière-grand-père fabriquait ce pain azim pour les gens du village, les voisins. Peu à peu, ça s'est étendu au village un peu plus loin, puis sur toute la France. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la renommée de notre société. Évidemment, il y a eu la cassure de la guerre. Et mon père et mon grand-père ont tout repris à zéro après cette période pour retrouver la clientèle et remettre l'affaire sur pied. Et maintenant, c'est une entreprise qui roule toute l'année. Oui, aujourd'hui, la fabrication des produits rituels pour Pâques ne représente plus que 30% de la production et le reste des fabrications s'adresse plutôt à la grande surface puisque c'est un produit qui est vendu en diététique du fait de sa composition, uniquement farine de blé et d'eau, pas d'adjonction ni de matière grasse, ni de sucre, ni de sel. Et avec l'apparition des grandes surfaces et le développement de ces points de vente, la commercialisation s'est bien améliorée à partir des années 70. Mais aujourd'hui, nous cherchons quand même toujours à développer en tant que produit, avec d'autres ingrédients, avec d'autres farines, la farine biologique par exemple, puisque dans les années 90, cette forme de production est apparue et représente aujourd'hui 25% de nos fabrications. Et également un moyen pour nous de nous diversifier, c'est l'export, puisque aujourd'hui aussi nous faisons 30% d'exportation dans des pays tels que la plupart des pays d'Europe, l'Afrique du Sud, le Maroc. Et donc c'est dans ce sens que nous pouvons nous développer. En Israël, c'est assez difficile pour nous de pénétrer. Il y a des fabriques locales, il y a un petit côté affectif aussi pour les gens du pays de prendre les produits israéliens. Et donc pour nous, c'est un peu plus difficile d'être compétitif. Et c'est un produit cachère? Le produit est cachère, bien sûr. Il est cachère en tant que tel, mais pour la Pâque juive, nous avons une surveillance pendant 3 mois qui précède la Pâque juive, où nous fabriquons uniquement ce produit rituel, avec de la farine surveillée spécialement et une présence envoyée par le rabbinat. Et à ce moment-là, la farine est biologique ou pas? Non, la farine n'est pas biologique. Nous ne pouvons pas faire à la fois le produit cachère et biologique, bien qu'il y ait une demande également dans ce sens. Et alors aujourd'hui, Jean-Claude Neyman, vous êtes la seule famille juive qui vive encore à Wasselonne. Oui, pratiquement. Il est vrai qu'il y avait une communauté relativement importante et des villages avoisinants aussi, et qui a justifié la construction d'une synagogue au début des années 60.
Et finalement, avec le les années décès 1960. oui, avec le décès des anciens et disons l'exode des gens sur Strasbourg, nous nous retrouvons comme dans la plupart des villages alsaciens avec très peu de personnes. Mais la synagogue de Wasselonne reste la seule synagogue moderne d'Alsace qui est basée sur le modèle de Strasbourg, puisqu'elle n'a été construite que 2 ans après. Et alors vous, pour vivre votre vie juive, vous le faites ici? Vos enfants vont à l'école ici ou est-ce que vous allez à Strasbourg? Alors mes enfants vont à l'école traditionnelle ici, mais pour poursuivre l'instruction religieuse, ils vont chaque semaine au Talmud Torah de Strasbourg. Et pour les fêtes juives également, nous allons à Strasbourg. C'est vrai que ça n'est pas très loin, mais c'est une petite contrainte quand on pense que nous avons la synagogue à côté de chez nous. Wasselonne. Madame veuve Blum. Monsieur Hirsch et son fils. Monsieur Henri Picard et sa fille. Monsieur Jacques Samuel et son fils Pierre. Monsieur René Weil et son frère Prosper Weil. Monsieur et Madame Lucien Wolf. Et alors aujourd'hui, quand vous vous promenez à Wasselonne, est-ce que vous vous sentez encore comme un étranger? Alors c'est pas un étranger, mais ce qui est certain, c'est que d'abord, tous les gens qui me connaissent depuis toujours, donc à Wasselonne, connaissent ma famille surtout, ils savent très bien qu'on est une famille juive. Ça ne veut pas dire du tout qu'on est mis de côté, on est intégré dans la vie du village, mais en tout cas, tout le monde sait très bien qu'on est juif. Alors ça a deux côtés, un bon, un mauvais, comme toujours. Donc le bon, c'est par exemple là, on vient de finir les fêtes de début d'année juives. Les gens me souhaitent souvent Shana Tova, bonne année, etc. Ou pour Pessar, tout le monde sait que c'est Pessar, donc et on parle toujours du pain azim, de la matzah, tout ça. Donc les gens du village, en fin de compte, connaissent souvent la culture et les traditions juives, justement parce que c'était un judaïsme autrefois qui était très ancré dans la tradition et dans les coutumes. Et donc les villageois connaissent très bien. Ça, c'est le côté assez positif et assez agréable. Et le côté des fois un peu désagréable, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'on est vu comme des Alsaciens. On est vu comme des Alsaciens, mais on est vu comme un Alsacien qui est juif, comme quelque chose de particulier dans notre façon d'être Alsacien. Mais au début, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques centaines d'années, on était d'abord juif et après alsacien. On a eu le droit d'être alsacien entre guillemets que très tard, et grâce à certains leaders juifs. Et les villages nous ont acceptés beaucoup plus vite que la ville. Mais il ne faut pas oublier qu'on est toujours à part là-dedans. Mais il faut aussi voir quelque chose, c'est que toute la structure du village est faite comme ça. C'est-à-dire que il n'y a pas que les juifs, il y a les protestants, les catholiques, les juifs. Chaque communauté et de vie autour de sa propre communauté, sans pour autant que ça soit du racisme ou de l'antisémitisme. C'est simplement que chacun vit dans sa communauté. Olivier Samuel, là nous sommes dans un village alsacien au pied des Vosges. Il y a 2 clochers, un protestant et un catholique, mais il manque une mosquée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, à Romans-Zuller, il n'y a pas de mosquée, c'est vrai. Dans les villages aux alentours, il y a des communautés musulmanes qui vivent. Et ça se passe, à mon avis, comme il y a 300 ans ou 400 ans avec les juifs, peut-être pas toujours très facilement. Mais je pense que le temps fera les choses, comme ça s'est fait avec le judaïsme. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que quelque chose d'étranger à la vie du village apparaît toujours comme quelque chose de particulier. Et donc, la mise en place, les coutumes sont de chacun, de chaque communauté, il faut les connaître. Et la meilleure chose, c'est souvent de connaître les coutumes de l'autre pour arriver à les accepter. C'est-à-dire qu'à Wasselonne, par exemple, il y a combien de juifs? Il y avait combien de juifs à la grande époque? Et maintenant, il y a combien de Turcs à la... En nombre, j'en ai aucune idée. C'est les Turcs qui c'est des Turcs.
Non, j'en ai aucune idée. La communauté juive, moi, le souvenir que j'avais, c'est que c'était un bon minyan. Donc, un minyan, c'est 10 dans la communauté juive. Donc, quand moi, j'étais ado, hein, donc c'était quand même... mais j'en ai pas beaucoup plus d'idées. En termes de famille, ça devait faire 5-6 familles, on va dire. Ça, c'est une chose. Mais dans les communautés musulmanes, les familles turques, entre autres, il y en a, je sais pas, une dizaine, une quinzaine. Il n'y en a pas énormément. Les gens en parlent beaucoup, mais c'est pas beaucoup, c'est pas énorme. Vaslan a été au milieu d'une polémique à ce sujet-là, avec la communauté turque, qui n'est pas particulièrement... on a décrié ça, le maire a eu des difficultés, ce qui n'est pas tout à fait juste, quoi. Et vous avez le sentiment qu'autrefois, où il y avait peut-être quand même 100 ou 200 juifs dans des villages comme ça, maintenant ça revient à peu près au même, il y a peut-être 200 Turcs. Tout à fait, ouais. Hein? Le sentiment est le même. Pour moi, je vois très bien le parallèle. Je pense que c'est à peu près la même chose. Il y a le problème du langage. Les Juifs alsaciens parlaient justement un peu l'alsacien. Ils parlaient judéo-alsacien. Ils parlaient judéo-alsacien, mais c'était sur une linguistique déjà d'alsacien. Et donc ils arrivaient à parler avec les gens du village. Et je crois que la parole, c'est quelque chose de fondamental dans la relation. Et c'est sûr qu'avec moi, j'ai un voisin turc juste à côté de mon magasin, à Vaslan, et on se connaît, on s'apprécie, mais on ne peut pas toujours beaucoup discuter, justement à cause de la langue, et c'est dommage, quoi. Il parle un peu français? Il parle un peu français. Un peu allemand? Lui? Oui, il parle un peu allemand, oui. Mais moi, je parle ni alsacien, ni l'anglais, ni l'allemand. Toi, ni le judéo-alsacien? Non, je ne parle pas judéo-alsacien. Dans mon éducation, j'ai toujours entendu des expressions usuelles qu'on utilisait, en fin de compte. Et puis après, j'ai découvert que c'était judéo-alsacien. Mais... Ihr sagt, hab's einmal gewesen, ein Fleck der Nord mit Gott sich kriegen, ein Wunder über Wunder hat mich ihm getroffen, wenn hat gesungen, hat am liegen. Chiri bim bim bam, chiri biri bim bam. Chiri bim bim bam, chiri biri bim bam, chiri bim bim bam bam, ba ba bam bam. Hat von Nigen sich Wein gegossen, hat Sub nach Sub geschlungen, ein Wunder über Wunder. Hat mich ihn getroffen, wenn hat gesungen, hat so gesungen. Chiri bim bim bam, chiri biri bim bam, chiri bim bam bam, chiri biri bim bam. Jean-Claude Meilman, là on est dans votre usine de pain Azim, c'est un hangar tout en longueur. Oui, bon, c'est un local qui est ancien lui aussi, tout comme notre société, qui n'était pas destiné initialement à la fabrique du pain Azim, mais dont nous sommes dans ces locaux depuis 1960 à peu près. C'était une ancienne cave à vin, et donc aujourd'hui nous sommes ici. Alors c'est comme dans toutes les usines, il y a des comment on appelle ça, des convoyeurs. Des convoyeurs, voilà. Oui. Et tout au bout, il y a le monsieur qui fait la pâte. Oui, donc le principe de fabrication du pain Azim, c'est le mélange de la farine et de l'eau. Oui. Nous avons au sous-sol un silo à farine qui contient 12 tonnes de farine. La farine arrive par soufflerie jusqu'à l'atelier de travail. Et là, il y a une pesée automatique de la quantité de farine, également un automatisme de la quantité d'eau, du mélange de la farine, et la pâte obtenue dans la cuve est versée dans un laminoir. Il y a 4 niveaux de laminage, avec une épaisseur d'environ 1 cm au départ. Qui devient plus fine. Qui devient plus fine pour arriver à l'épaisseur finale d'environ 1 mm. Après, toujours en rotative, donc ça donne une espèce de pain blanc plat, extra plat. Oui, c'est un peu pâte brûlé, très un tout petit peu brûlé. Il faut que ce soit un peu brûlé.
Il faut que ce soit cuit quand même, hein. Et donc il y a des taches marron de cuisson évidemment. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, il ne faut pas que ce soit trop blanc non plus. Il faut trouver la bonne cuisson. Et quand c'est un peu brûlé, la petite dame l'élimine. Oui, c'est éliminé. Donc Voilà. il y a un contrôle de qualité qui se fait à la sortie du four et également à l'emballage pour ne pas mettre de produits cassés en circulation. On a l'impression que c'est... Bon, vous dites que c'est une usine, mais c'est quand même presque de l'artisanat. C'est de l'artisanat dans le sens où le local est peut-être petit, mais si vous regardez au niveau de la fabrication, elle est entièrement en continu. À partir du moment où on mélange la farine et l'eau, il y a tout un cycle de fabrication automatisé, depuis le laminage, la perforation, la découpe, l'entrée dans le four, et vous retrouvez le produit fini à la sortie du four en moins de 8 minutes. Donc c'est quand même une adaptation des technologies actuelles. Dans ma bouche, c'était un compliment que ce soit plutôt de l'artisanat. Oui, je ne l'ai pas pris autrement que comme ça. Oui. Mais disons que nous faisons partie de l'industrie et non pas de l'artisanat au niveau de l'entreprise. Mais puis vous fabriquez une grande quantité de produits quand même. Oui, nous avons une capacité de fabrication qui est de 3 tonnes par jour, ce qui représente environ 10 000 galettes à l'heure. Donc là, je crois qu'on peut difficilement parler d'artisanat. Et donc nous travaillons tous les jours, nous avons quand même une quantité importante. Les 3-8 non. Les 2-8. Les 2-8. Oui. Et est-ce que vos parents ou vos grands-parents vous ont parlé de l'époque où on faisait encore le pain enzyme à la main dans le village, à la main dans le four? Oui, bien sûr. Oui. À l'origine, le pain enzyme était fabriqué dans des fours à pain, où on l'enfournait manuellement sur une plaque en bois. On le ressortait quand c'était cuit. Et au niveau de l'emballage, c'était simplement emballé dans des sachets en papier. Mon grand-père prenait sa voiture à cheval pour aller livrer. Donc c'était vraiment une toute autre époque de ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Et le goût était le même? Le goût était certainement le même, oui. Vous vous souvenez encore de ce goût-là? Moi, personnellement, non. Mais mon père pourrait vous le dire. C'était la même chose. La même chose. C'était pas meilleur? Meilleur peut-être au goût, parce que c'était fabriqué au feu de bois. Et ici, nous travaillons à l'électricité. Monsieur Katz, nous voilà devant un cimetière, enfin devant une porte close, au milieu de la forêt, loin du village. Et c'est normal? Bien, c'est la caractéristique de tous les cimetières juifs. N'oubliez pas, d'abord, ces cimetières, les juifs, pour ouvrir un cimetière, il faut qu'on veuille bien leur céder un terrain qui ne soit pas trop cher. Vous pourrez constater que la plupart des cimetières juifs sont implantés sur des terrains dont on ne peut pas faire autre chose. Regardez ce cimetière, ce terrain en bordure de forêt, coincé entre 2 fossés d'écoulement des eaux. Qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre? Rien. Et en plus de ça, comme... Et c'est une forêt de quoi, ça? Oh, c'est la forêt typique de la région, forêt mixte, sapins et feuillus, hêtres. Sapin et hêtre, c'est la forêt typique. La forêt s'appelle le Tannenwald, mais forêt mixte. Et donc c'est vraiment, surtout en cet automne, là c'est un peu désolé, boueux. Oh bah, disons, c'est un peu à l'écart, et disons, effectivement, avec la pluie, les terrains se détrempent très vite.
Et donc c'est fermé à clé. Et on le ferme à clé. Il vaut mieux, disons, il y a toujours des tentations. Comme ça, pour un étranger, c'est un côté très romantique. Bien, je ne sais pas si le terme de romantique est exact. Par contre, il y a une chose, je ne sais pas si vous savez comment les juifs alsaciens, en yiddish, désignent le cimetière. Bon, en hébreu, le cimetière, c'est le Bet Haraim, la maison de la vie. C'est d'ailleurs très justifié, puisque malheureusement, en Alsace, dans beaucoup d'endroits, le cimetière, c'est la seule trace de vie juive qui subsiste. Mais par ailleurs, en yiddish, les juifs alsaciens, le cimetière, c'est le Guet Ort, le bon coin. S'il y a un coin qui mérite ce titre, je crois qu'il est bien celui-là. Vous pensez qu'un jour vous reposerez ici? Non seulement je le pense, mais j'en suis certain. Et je vous assure que c'est une pensée assez réconfortante. C'est beau, il y a le bon air, il y a des oiseaux, il y a des arbres, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez votre endroit réservé? Oui, enfin l'emplacement, bon, et il ne reste plus tellement d'endroits. Il y a un coin, il y a un secteur qui est libre, où il y a encore quelques inhumations de prévues. Très peu. Donc si je voulais être enterré ici, je pourrais. Non, disons, nous avons reçu tellement de demandes pendant une certaine période d'inhumation sur le cimetière de Marmoutier que nous nous sommes fixé une règle avec le consistoire. On accepte sur le cimetière de Marmoutier que des gens qui ont un lien avec la communauté juive de Marmoutier. Donc, il y a par exemple des couples strasbourgeois où l'un des deux est né à Marmoutier, où les parents sont originaires de Marmoutier. Enfin, parce qu'autrement, étant donné qu'il y a très peu de places disponibles, si on acceptait toutes les demandes, il serait saturé très vite. En l'espace de 4-5 ans, disons, il y a de la place pour peut-être 25 ou 30 tombes, guère plus. Donc on a pris cette règle. Allons voir, il y a des tombes très anciennes? Disons très anciennes, non, pour une raison très simple. Jusqu'à la Révolution française, les Juifs de Marmoutier n'avaient pas le droit d'ouvrir un cimetière. Les Juifs de Marmoutier s'étaient groupés avec une douzaine de communautés alsaciennes et lorraines pour ouvrir le cimetière de Saverne. Et ce cimetière a été ouvert à la fin du XVIIIe siècle. La tombe la plus ancienne est une tombe qui se trouve ici, c'est une tombe très simple, c'est Moïse Raphaël. Quand je dis tombe la plus ancienne identifiée. Moïse Raphaël, ministre officiel de la communauté juive de Marmoutier, décédé le 27 avril 1799. C'est laquelle on peut aller la voir? Elle est là. C'est celle-là. Cette tombe-là, vous voyez, cette dalle très simple. Et c'est écrit en hébreu? Inscription en hébreu. Et de l'autre côté, c'est écrit en français? Non. En fait, sur ces tombes très anciennes, c'est rare qu'on ait au dos de la pierre tombale le nom en écriture latine. On ne commence à le trouver qu'à partir des années 1830-40. Mais on en trouve. C'est en grès des Vosges? C'est du grès de la région. Et il faut remarquer un grès d'excellente qualité. Il y a tout de même une chose significative. Il subsiste 500 pierres tombales. Ici. Sur ce cimetière. Pas tout à fait 500, je crois que c'est 497, enfin peu importe. 500 pierres tombales. Il n'y en a guère qu'une quarantaine qui sont totalement illisibles. Donc, dans l'ensemble, ça a été bien conservé. Donc ce sont des tombes très simples, très belles, avec un petit peu de végétation qui pousse, du lierre, un peu de mousse, des lichens. Et dans l'ensemble, c'est plutôt bien entretenu. On a planté des thuyas. Et la forêt ne grimpe pas. Vous faites très attention. Et quand même, il y a des tombes qui sont... C'est pour ça que je disais romantique tout à l'heure. Il y a des tombes qui sont un peu de guingois, des stèles de travers et un énorme sapin là. Oui. Non, mais vous savez, bon, on essaye tout de même d'entretenir ce cimetière. Depuis quelques années, on a fait un travail pour arriver à maîtriser un peu la végétation.
On est, disons, en fait, le problème, on a à Marmoutier le problème qu'on a d'une façon générale avec les cimetières juifs. La tradition ashkénaze, des juifs européens, veut qu'on laisse le cimetière à l'état de nature. Il est certain que si on laisse ce cimetière à l'état de nature, si on ne fait rien, dans 3-4 ans, on n'y rentre plus. Il est envahi par la végétation. Donc il faut assurer des travaux d'entretien pour trouver un équilibre raisonnable entre garder le cimetière accessible et présentable et rester proche de l'état de nature. Il y a un équilibre à trouver. Et la stèle que vous préférez, c'est laquelle, vous personnellement? Oh, mon Dieu, je crois, pour moi, disons, les stèles les plus simples. Mais surtout, disons, pour moi, je ne pourrais pas dire des stèles que je préfère. Il y a tout de même une chose qui est importante pour moi. Pour moi, cimetière a quelque chose de très particulier. Sur les 500 pierres tombales qui existent, il y en a 380 qui sont aujourd'hui identifiées. Autrement dit, on a déchiffré les inscriptions funéraires et je sais qui est enterré. Donc pour moi, les personnes sur 380 tombes, je sais qui est enterré. Ce sont des personnes. Et je connais ces personnes. Disons, je connais leur vie, leurs ascendants, leurs descendants, leurs épouses. Ce ne sont plus des noms et des dates, ce sont des personnes. Je crois, ce qui est important, tenez, il y a une très belle tombe un peu plus loin, qui est la tombe d'un rabbin de Marmoutier, Jacques Hagenauer. Et avec Jacques Hagenauer, j'ai eu une chose amusante, ça remonte à quelques années. Je suis contacté par un descendant du rabbin Jacques Hagenauer qui me téléphone, en disant je cherche des ancêtres à Marmoutier. Est-ce que vous avez entendu parler du rabbin Jacques Hagenauer? Et je lui ai répondu spontanément, mais bien sûr, je le connais très bien. Il est mort en 1845. Mais pour moi, c'est un personnage. Oui, oui. Je sais qui étaient ses parents, ses grands-parents, ses enfants, d'où vient sa femme, où il a fait ses études, enfin c'est... Pour vous, c'est un cimetière très vivant. Ah ben, je vous dis, c'est et alors, vraiment... vous l'imaginez comment, ce Jacques Hagenauer, physiquement? J'ai son portrait. J'ai un portrait. Et alors, il ressemblait à quoi? Oh mon Dieu, il ressemblait à un brave homme. C'est un éminent talmudiste. Il était habillé comment? Oh, vous avez une très belle description du rabbin Jacques Hagenauer dans un livre du grand rabbin Isaac Lévy, qui fut grand rabbin de Colmar et de Bordeaux. Isaac Lévy a écrit un livre, Isaïe et le travail. C'est un livre connu, qui est un livre de lecture dans toutes les écoles dans le temps. Et le rabbin de Marmoutier, il décrit un rabbin de Marmoutier, qui est Jacques Hagenauer. Isaac Lévy est un petit-fils de Jacques Hagenauer. Voilà. Et vous descendez aussi de cette famille? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et vous avez vos parents ici? Non, le cimetière, après la guerre, pendant la guerre, après la guerre, n'a pas été entretenu et était complètement envahi par la végétation. Ce n'est qu'en 1961 que le consistoire a cédé le bâtiment de la synagogue à la commune, et la commune s'est engagée à entretenir le cimetière. Et le cimetière n'a de nouveau été accessible qu'en 1963. Mon père est mort en 1962 et est enterré à Saverne. Et ma mère, qui est morte en 1988, est enterrée à côté de lui. Donc, de ma famille, il n'y a pas personne. Mais, disons, quand je dis de ma famille, il n'y a personne, disons, je commence à tellement connaître cette communauté juive de Marmoutier que c'est ma grande famille. Herrgott, dine seie, soll auf oder weihen, wie Sonn oder Reihe, mich begleite da wie Nacht, wenn alles zusammengerocht und ich nirgend keine Leben mehr find, weiß ich doch, ich hab ein Freund, wie im Himmel auf mich wart.
herrgott, dina säger så lov alle veier vi sunn både reier mich begleiter da wie Nacht. Freddy Raphaël, vous habitez Strasbourg, mais vous êtes né ailleurs, dans un village. Je suis né dans un village, je viens d'un village de Haut-Rhin, puis après la guerre, après l'errance de la guerre et les traques de la guerre, je suis revenu, mes parents sont revenus à Phalsbourg, qui est un petit village lorrain, et juste à la frontière avec l'Alsace. Et j'ai été à l'école là-bas, peu à peu j'étais pleinement un gosse du village, avec toute la difficulté que ça représentait au début, pour se réinscrire dans un village qui était de culture allemande, j'allais dire d'idéologie nazie, après le passage, l'annexion. Et pourtant, une fois mes études terminées sur place, eh bien, je suis venu en ville. Mais j'allais dire très fortement, j'ai la sensation un peu de rester un juif du village, et je le cultive, hein, si je suis franc vis-à-vis de moi-même. J'ai envie de rester un juif de village à l'intérieur de l'espace urbain. J'ai gardé le souvenir d'une dimension de socialité, de convivialité avec le monde environnant. Quelque part, je suis resté ce juif constamment, non pas à l'écoute, c'est un grand mot, mais vivant avec le monde non juif. J'ai continué ce parcours-là à l'intérieur de la ville. Et je me sens, je dois dire très franchement, je me sens pour beaucoup de raisons le mieux avec des juifs d'origine de la campagne. Un tas d'attitudes face à la modernité nous sont communes. Ce qui me frappe beaucoup, je n'en voudrais qu'un exemple, qui paraît très très loin mais qui est fondamental. Chaque fois que le conflit entre Israël et les voisins arabes ou les populations arabes d'Israël s'envenime, je sens très souvent autour de moi des espèces de flambées, de colère, de mobilisation qui me révoltent quelque peu, de va-t-en-guerre facile, et mes appuis, les réactions de refus, de refus du mépris de l'autre, de considération quand même que la violence n'est jamais une solution, je la trouve parmi ces juifs venus de la campagne. Ce qui montre que dans notre éducation, dans notre rapport à l'autre, que nous avons construit à la campagne, eh bien, ça détermine une attitude plus générale dans la relation à l'autre. À moi tout seul, je suis la communauté juive de mon village alsacien, par Nicole Lisbernheim. Avec Avestofen, Roger Kahn, ancien décorateur, Astruth, Sonia Lemel, assistante sociale, à Vasselogne, Olivier Samuel, vendeur de matériel médical, et Jean-Claude Neyman, fabricant de pain Azim avec sa famille. À Oberscheffolsheim, Jean Hermann, boucher. À Marmoutier, Pierre Katz, ancien ingénieur naval. À Strasbourg, Freddy Raphaël, professeur de sociologie à l'université Marc Bloch, ainsi que le grand rabbin René Gutmann. Prise de son, Marc Bitcheneux. Mixage, Simone Ronget et Benjamin Vignal. Réalisation, Judith Dastier. Jesus ist froh, es wird sicher nicht die Idee, oh, nicht die Idee, oh,
day. Oh, natty day. Natty day. Oh, natty day. Oh, natty day. Oh, natty day. Oh, natty, natty day. Oh, natty day. Oh, natty, natty day. Oh, natty day. Che gonflati